une simple assemblée aujourd'hui, en fait, j'ai des conférences en droit privé et un des axes de recherche, c'est le droit animalier. Et au sein du droit animalier, je me suis, entre autres, intéressée au statut juridique de l'animal, mais également à la question de l'animal de travail. Et l'animal de travail m'a amené justement à analyser, à essayer d'évaluer quelle est la place au sens juridique des chiens de travail. Et il se trouve qu'en parallèle, je suis engagée bénévolement dans une association qui est l'association Candy Chiens, qui forme des chiens de travail et qui forme depuis peu des chiens d'assistance judiciaire. Donc tout ça a un lien, ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'est le chien d'assistance judiciaire et justement quel est son rôle dans l'accompagnement pour les victimes mineures quand il s'agit pour eux de pouvoir verbaliser, parce que c'est effectivement des mineurs qui sont déjà en capacité de verbaliser, mais pouvoir verbaliser quelles sont les agressions qu'ils ont subies. Donc le chien d'assistance judiciaire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un professionnel, c'est un chien qui est spécialement formé pour accompagner et soutenir les victimes, alors essentiellement les victimes mineures. Lorsqu'il y a des maltraitances physiques, évidemment, lorsqu'il y a des violences sexuelles, psychologiques, mais également qu'à négligence lourde. Vous avez parlé tout à l'heure de la négligence, et Jessica a rappelé la nouvelle définition que c'était une maltraitance, et la négligence, l'inaction, j'allais dire, fait partie effectivement de la maltraitance. Et également lorsque ces mineurs sont témoins de violences intrafamiliales. Donc c'est vraiment un acteur de la procédure, ce chien d'assistance judiciaire, et qui va intervenir vraiment lors de toutes les phases de la procédure, au moment du dépôt de plainte, lors des auditions, lors des examens, quand il y a des expertises psychologiques, psychiatriques, le chien peut être mobilisé pour assister le mineur, évidemment, quand il est également entendu par le juge d'instruction, et jusqu'au procès, puisqu'au moment de l'audience, le chien peut être présent. Alors je dis peu parce que là, ce n'est pas une obligation, évidemment, c'est une proposition qui est faite à l'enfant mineur d'être accompagné par ce chien. Cette proposition, elle peut émaner de différents acteurs. C'est-à-dire que ça peut être l'association, par exemple l'association France Victime est beaucoup engagée dans la présence et dans l'accueil de ces chiens spécialisés. Ça peut être le procureur qui sollicite la présence d'un chien, ça peut être l'avocat, ça peut être la victime elle-même, mais peu de personnes pour l'instant ont connaissance de l'existence de ces chiens. Ces chiens, en fait, tout a démarré aux États-Unis dans les années 90, en 92 plus exactement, et actuellement il y a 250 chiens qui sont déployés aux États-Unis. Beaucoup plus que sur le territoire, puisque actuellement en France il y a 16 chiens qui sont en activité. Alors c'est très peu, mais si vous voulez, on s'est rendu compte, les professionnels qui interviennent avec les chiens se sont rendus compte des effets positifs parce qu'il y a eu un premier chien qui s'appelle LOL. C'est un labrador noir, alors ce sont souvent des labradors ou des golden retrievers parce que ce sont des chiens qui ont une taille suffisante, qui peuvent être debout à côté de l'enfant. Ce sont des chiens qui ont une belle tête, évidemment, et puis qui ont des capacités, si on reparlera un peu des caractéristiques de ces chiens, mais ont la capacité d'être relativement calmes, dans le contact avec l'enfant aussi, qui ont aussi naturellement une propension à attraper les choses. Donc, quand l'enfant, par exemple, est entendu par un enquêteur, eh bien, on peut mettre à disposition des jeux, évidemment, et le chien va aller chercher une pièce du puzzle. Ça va permettre, en quelque sorte, de détourner l'attention de l'enfant, de lui permettre de se focaliser sur autre chose, et du coup, plus facilement de raconter. Il y a eu de nombreux témoignages d'enfants qui n'avaient jamais évoqué ce qu'ils avaient subi, et quand ils ont le chien en leur présence, eh bien, ils parlent uniquement au chien. Donc les professionnels qui sont à côté, enquêteurs, éducateurs, eux, du coup, peuvent entendre effectivement le récit que l'enfant fait, et c'est la première fois que certains enfants livraient ce qu'ils avaient subi. Donc c'est extrêmement intéressant. Et donc tout a commencé en France, je vous disais, avec un programme pilote, en fait, un programme test, avec ce labrador noir qui s'appelle LOL, et qui a été remis, en fait, c'est le TJ Cahors. Donc c'est le procureur de la République qui était en fait à l'initiative de ce programme, avec l'association des chiens, avec l'association France Victime, et également avec le SDIS, les pompiers de Cahors. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce chien, il est éduqué, alors il est dans une famille d'accueil. Actuellement, par exemple, j'ai pas pu l'emmener parce que ça serait trop compliqué pour lui de passer la journée avec nous, mais les familles d'accueil vont pendant 16 mois
des 2 mois du chiot jusqu'à ses 18 mois, socialiser le chien, lui apprendre les commandes de base, alors on leur apprend à faire leurs besoins sur commande, on leur apprend à aboyer sur commande, à ouvrir les placards, etc. Et puis les chiens ensuite partent 6 mois dans des centres handichiens, où là, ils sont avec des vrais éducateurs canins qui vont perfectionner les chiens. Alors ils vont perfectionner les chiens en fonction de leurs compétences. Handichiens forment des chiens qui sont remis à des personnes à mobilité réduite. Ils forment des chiens à la détection de l'épilepsie. Ils forment des chiens d'éveil, des chiens d'accompagnement sociaux qui sont donnés par exemple, qui sont remis, pas donnés, je vous expliquerai la nuance, qui sont remis à des professionnels de santé. Par exemple, à Lyon, dans un institut, il y a un chien qui travaille actuellement avec une assistante sociale. Et donc le chien l'accompagne tous les jours ou presque, parce que les chiens n'ont pas toujours envie d'aller au travail, donc il faut être capable aussi d'identifier les besoins du chien et de respecter le niveau de bien-être du chien. Ça c'est fondamental dans le projet. Comme nous tous. Bon, les chiens chiens font aussi du télétravail. Hein. En fait, du téléjardin, c'est bon, mais pas du télétravail. Donc, LOL, il a pu être remis parce qu'il y a effectivement un ensemble d'acteurs, donc des acteurs judiciaires évidemment, et puis bon nombre d'associations, parce qu'il y a un élément important, c'est que ces chiens sont remis gratuitement. Mais la formation d'un chien revient à 17 000 €. Donc ça veut dire qu'il faut nécessairement qu'il y ait tout un réseau et un réseau de bénévoles. Voilà. Moi j'en fais partie puisque je suis famille d'accueil, mais il faut effectivement que toutes ces personnes puissent intervenir jusqu'à la finalisation, qui est la formation donc, par des éducateurs canins. Et les éducateurs canins ensuite vont, en fonction des compétences du chien, lui attribuer une spécialité et vont surtout créer des binômes. Alors des binômes ou un peu plus quand ce sont des chiens d'assistance judiciaire, l'idée étant que, en fonction du projet qui est monté par une équipe, il y a un chien type, un chien spécifique qui va être remis. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous pourriez demain monter un programme et essayer de solliciter un chien pour qu'on vous remette un chien d'assistance judiciaire qui vous accompagnera dans votre pratique professionnelle. Ça nécessite quoi? Ça nécessite de monter un projet. Donc, tout un chien accompagne les équipes dans la rédaction d'un projet. À l'issue de ce projet, il y a une formation nécessairement, une formation intensive d'1 semaine, à la fois théorique et pratique, et à l'issue de cette formation, vous passez un certain nombre de tests. Et très souvent, les tests sont validés, et à ce moment-là, on vous remet le chien. Et vous êtes donc ce qu'on appelle les référents du chien, les référents principaux. Parce que le chien, il a une vie, il faut bien qu'il soit aussi hébergé. Le chien, il ne va pas dormir, LOL ne dormait pas au TJ Cahors. LOL était affecté à la caserne, c'est pour ça qu'il y avait la nécessité d'avoir effectivement un certain nombre de pompiers qui étaient engagés dans cette démarche. Parce que le chien, quand il est en situation de travail, il faut qu'il ait une vie de famille. Il faut qu'il se détende, il faut qu'il puisse effectivement avoir des moments de repos, comme nous tous, en fait, c'est vraiment un professionnel. Et donc, dans les projets d'anti-chiens, en fait, dans les projets des chiens d'assistance judiciaire, il y a des référents. Il y en a plusieurs, parce que l'idée, c'est une charge lourde d'avoir un chien qu'on emmène aussi dans son activité professionnelle. Donc, il y a des référents principaux et il y a des référents secondaires. Je donne un exemple pour une chef d'assistance judiciaire. Il se trouve que j'ai éduqué une chef qui est devenue chef d'assistance judiciaire, qui a été remise dans un commissariat et qui travaille avec une brigade de protection des mineurs. Elle a 2 référentes. Donc elle vit en quelque sorte en garde alternée le soir et le week-end avec ses référents qui sont du personnel administratif du commissariat. Et les enquêteurs ont été formés, sont des référents secondaires, ils ont reçu une formation qui est une formation uniquement de 3 jours, on va dire, qui leur permet d'avoir les compétences pour mobiliser le chien en situation de travail. Donc mobiliser le chien en situation de travail, ça veut dire être capable de lui donner les bonnes commandes, parce que quand il y a un enfant, le chien doit être capable, au besoin, d'aller poser sa tête sur les genoux de l'enfant. Si l'enfant est sur un canapé ou un lit, les chiens, on leur apprend à venir se coucher délicatement à côté. De même, les chiens sont en empathie de toute façon, ils ressentent les émotions. Donc c'est vrai qu'il arrive que si une personne, si un mineur fait une crise d'angoisse, le chien spontanément va se lever et va venir se mettre au contact de la personne. Et là, on a un certain nombre d'études scientifiques qui ont démontré que la présence du chien. Donc c'est toutes les personnes de cette assemblée qui ont un animal domestique, un animal de compagnie, le constatent. Ça permet de calmer, ça rassure, ça réconforte, mais au niveau physiologique, ça fait baisser notre rythme cardiaque. La tension artérielle diminue et ça permet également
de sécurité de cité civile. Donc, ça a été mesuré. Et en fait, pour toutes ces raisons, le bilan du programme test avec LOL a été positif et donc plusieurs chiens ont été formés. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, il y en avait 16 et il y a de nombreux projets qui ont été montés et pour lesquels les personnes sont en attente de l'affectation d'un chien. Et c'est la raison pour laquelle donc, le ministère de la Justice, en février 2023, a signé une convention avec Andy Chien, France Ultime et la SPA pour justement pouvoir déployer le plus rapidement possible, je vous disais, ça risque d'être à l'horizon 2027, un chien par département. Voilà, j'aurais encore plein de choses à vous dire, mais je crois qu'il faut que je passe la parole à mes camarades. Une réflexion, si on adopte une perspective un peu globalisante, enfin, on connaît tous, parce que l'intégration des animaux au sein des structures d'accueil, que ce soit de personnes âgées, d'enfants bas âge, etc., on sait que ça a des vertus qui sont maintenant avérées, mais d'un point de vue global, on est d'accord qu'on a la certitude que cela fonctionne. Alors je me fais un peu l'avocat du diable, volontairement je suis convaincu de l'intérêt, mais on a, quand vous disiez tout à l'heure, ça a été évalué, l'expérimentation a été positive, on a des éléments concrets, factuels, rationnels, qui démontrent que quand un enfant, vous l'avez dit, ne parle qu'au chien, c'est parce que c'est un vecteur fondamental pour lui. Alors effectivement, il y a aussi un autre élément, c'est que le chien, l'animal ne juge pas. Donc ça, le regard du chien, il est juste dans l'empathie, il est compatissant, il n'y a pas de... L'enfant ne se sent pas jugé. C'est pour ça que dans l'exemple que je vous donnais, je trouvais que ça illustrait parfaitement ça, c'est que dans cet exemple-là, l'enfant s'adressait qu'à la chienne. Il a ignoré complètement les adultes qui étaient présents dans la pièce. Et il y a une autre association que je n'ai pas citée, qui est l'association Adrienne et Pierre Sommer, qui justement a participé à la formation, financièrement à la formation du premier chien LOL. Et si vous voulez, vous pouvez aller, ils ont évidemment un site, et il y a eu un colloque en fait, à l'issue de la première année d'activité de LOL, et il y a un certain nombre de témoignages dans ce livret-là. Si on a le temps, je peux vous en dire quelques extraits plus tard, mais les différentes personnes, les parents ont témoigné, les parents notamment de jeunes filles qui se sont retrouvées lors d'une audience aux assises, qui racontent que leur fille était très malmenée par l'avocate de la partie adverse. Elle est devenue mutique, cette jeune fille. Elle faisait qu'une chose, c'était serrer très fortement la laisse du chien, et chose que ce chien ne fait jamais, il s'est mis à hurler à la mort. Et du coup, ça a redonné confiance à cette jeune fille qui a pu continuer à raconter ce qu'elle avait à raconter. Donc, les procureurs témoignent effectivement de l'intérêt, les enquêteurs témoignent de l'intérêt également, les psychologues, toute la chaîne des professionnels qui sont en lien avec la protection de l'enfance et qui ont eu l'occasion de travailler avec ces chiens, tout le monde a fait le même constat. Merci. Madame Païta et Olivier, on aura là aussi une autre approche, et par le prisme de la formation, enfin vous allez l'expliquer mieux que moi, mais vous participez activement à la formation des policiers. Voilà. Bonjour à tous. Donc on représente effectivement la police nationale où on travaille toutes les deux à la formation des policiers actifs. Donc, dans le cadre de leur formation continue, et dans ce cadre-là, on participe à la formation dite du cursus mineur, c'est-à-dire des policiers qui vont être affectés ou qui sont souvent déjà affectés en brigade de protection de la famille et donc qui ont la charge notamment de l'audition des mineurs. À ce titre-là, on va essayer de vous exposer les principes. Alors, rapidement, les principes qu'on enseigne aux policiers pour éviter toute suggestibilité dans le recueil de la parole de l'enfant. Et on a essayé de faire un petit point avec des conseils pratico-pratiques, en essayant d'éclairer par des exemples de ce qu'un professionnel pourrait être amené à recevoir comme parole, et enfin des conseils pour justement ne pas mettre du tout de suggestibilité dans le recueil de la parole et dans la transmission de cette parole. Alors, Christine est policier et c'est moi la psychologue, oui, parce que je voyais effectivement au retour d'écran. On va juste essayer
Alors c'est diverse. Christine, c'est elle et moi je suis Gonelle. Et on va juste vous présenter une toute petite vidéo qu'il y en a qui connaissent peut-être déjà, qu'on passe à nos stagiaires en début de stage pour illustrer le concept de la suggestibilité et le fait qu'on peut faire une petite vidéo pour vous illustrer la suggestibilité de l'enfant. Donc la suggestibilité, c'est un mécanisme qui va influencer sur la mémoire et sur la déclaration que l'enfant il peut faire des faits ou des événements. Et ça, c'est en lien avec différents facteurs. Il y a des facteurs internes et il y a des facteurs externes. Pour les facteurs internes, en fait, il y a le facteur déjà cognitif. Les enfants intelligents, ils vont mieux résister aux suggestions de l'adulte ou aux fausses suggestions. Au niveau du concept de soi également, si effectivement l'enfant a davantage confiance en lui, il y a une estime de soi suffisamment bonne, il pourra aussi davantage résister aux suggestions. Donc à l'inverse, à chaque fois, si les enfants en ont moins, ils sont donc plus suggestifs. Si l'attachement, la première table ronde en a parlé, si l'attachement de l'enfant, parent-enfant, il est sécure, donc les enfants aussi vont davantage résister à la suggestion de l'adulte. La suggestibilité, elle va diminuer avec l'âge. Les enfants, ils sont très suggestibles jusqu'à peu près 10 ans. Et au niveau de la culture, le degré d'obéissance à l'adulte, il va varier selon les cultures d'appartenance et selon les familles auxquelles on appartient. Donc ça, c'est tous les facteurs internes qui peuvent faire que l'enfant va résister plus ou moins aux suggestions. Il y a également des facteurs externes. Alors ça, on en parlera aussi un petit peu après avec Christine. Selon le type de questions que va poser l'enquêteur ou posera l'adulte, il y a des questions qui seront meilleures à poser que d'autres. Au niveau du contexte de l'entretien aussi, l'attitude de la personne qui va entendre l'enfant, forcément que ça va induire aussi des choses et ça va générer potentiellement de la suggestibilité. Les cadres de référence des enfants, c'est l'école. À l'école, on n'a pas le droit de ne pas savoir. À l'école, il faut avoir la bonne réponse. Donc effectivement, sachant que le cadre de référence de l'enfant, c'est ça, c'est difficile pour les enfants de vous répondre qu'ils ne savent pas, qu'ils n'ont pas la réponse à votre question. Souvent, il va falloir donner une réponse. Vous verrez tout à l'heure qu'on arrive à contrer ça par rapport à ce qu'on va dire à l'enfant avant de l'entendre en audition. Au niveau de la répétition d'une question aussi, si l'adulte il repose la même question, ça veut dire que la réponse n'était pas bonne, donc ça veut dire que l'enfant pourrait être amené à changer sa question. C'est le cas de la saucisse. Le saucissier, elle sait effectivement qu'elle n'en a pas dans son jardin, mais effectivement, vu comme elle lui pose la question, avec le non-verbal aussi de l'adulte qui accompagne, donc l'enfant va changer sa réponse parce qu'elle se rend compte que c'était pas forcément la bonne, ou elle sait qu'elle dit une bêtise, mais elle l'a dit quand même. Et donc la dernière aussi des choses au niveau externe, c'est que l'enfant il peut aussi changer ses réponses en fonction du non-verbal qu'aura l'adulte en face de lui. Voilà pour ce qui est déjà de la suggestibilité par rapport à l'enfant. Je vois qu'il y a une question, on va répondre, Christine va enchaîner avec les conditions effectivement de l'entretien qu'on peut poser au niveau du cadre pour créer les bonnes conditions de l'échange pour entendre l'enfant. Donc, par rapport à l'entretien avec l'enfant, par rapport au cadre, on vous conseille de créer les conditions de l'échange maximal pour que l'enfant puisse vous parler. Déjà se rendre disponible, c'est-à-dire, on a parlé de l'impact que les révélations pouvaient avoir sur le professionnel. Donc déjà se rendre disponible cognitivement, ne pas avoir plein d'autres choses à gérer parce que sinon c'est compliqué. Nous, on propose effectivement de s'entraîner, c'est-à-dire que souvent c'est une situation en fonction du professionnel qui n'arrive pas tous les jours, qui va arriver une fois de temps en temps. Donc peut-être de s'entraîner par le biais de formation, de simulation, de jeux de rôle, pour être un peu préparé. Quand vous dites s'entraîner, effectivement, mais des simulations, des jeux de rôle, c'est des outils que vous mettez en place, c'est de l'auto-formation, c'est des formations qui existent, qu'il faut faire naître. C'est une piste de réflexion, ah oui, en tout cas de se dire que ça peut être une... ça n'est pas à l'œuvre actuellement, c'est pas systématisé ou que ce soit, avec les policiers avec lesquels vous travaillez. Alors nous, dans le cadre de nos formations sur l'audition de l'enfant, on fait faire des simulations sur le protocole dont on va parler. Et comment entretenir cette capacité justement de ne pas induire les réponses, d'avoir le verbal qui correspond, de ne pas obliger l'enfant à répondre ou à ne pas répondre. Une fois que vous avez donné les outils, on est tous là bien au fait de ce que doit être une formation d'adulte,
mais une fois que les outils ont été, la boîte à outils pédagogique a été donnée, qu'est-ce qu'on en fait derrière? Comment ce que vous avez mis en œuvre et ensuite retravailler, est-ce que ça peut l'être sur le terrain? Je pense aux policiers de terrain pour le coup, qui ont en tête ce que vous avez enseigné, comment ils le maintiennent ou l'améliorent par la suite? Si on a des réponses, je sais pas. On vous parlera peut-être un peu du protocole, qui est vraiment un outil que les policiers doivent utiliser à chaque audition. On s'est dit qu'il y avait deux possibilités pour le professionnel. Ça a été un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai que le professionnel qui reçoit la parole d'enfant peut se dire purée, c'est sur moi que ça tombe. Donc effectivement, ça peut être compliqué à gérer. Ou alors, on peut avoir des professionnels qui vont se dire j'ai été moi choisi par cet enfant pour qu'il me révèle ce qui lui est arrivé. Donc avoir ce sentiment un peu d'être privilégié par rapport à nous, par l'enfant. C'est toutes des situations qui vont peut-être justement pouvoir induire la suggestibilité. Celui qui dit purée, c'est sur moi que ça tombe, va peut-être pas avoir envie, dans son questionnement, son non-verbal, avoir donné envie à l'enfant de parler, et au contraire, l'autre va pouvoir, en voulant bien faire, peut-être induire certaines réponses chez l'enfant. Donc on conseille de recevoir dans un endroit calme et confidentiel, effectivement, pas forcément de distraction autour, parler d'un ton calme et rassurant. On parlait du chien qui est neutre et empathique. Il faudrait qu'on soit comme le chien, neutre et empathique. C'est pas facile, mais pour nous c'est beaucoup moins facile. L'endroit calme, ce qui est préconisé, nous, par rapport aux salles d'audition aussi, c'est qu'effectivement, cet endroit, il ne doit pas y avoir de distracteur. C'est qu'effectivement, une table et deux chaises, ça suffit. On n'a pas besoin... je prends peut-être un peu d'avance sur la partie suivante, mais on n'a pas besoin de jouer, on n'a pas besoin de dessin, parce qu'effectivement, c'est trop compliqué après de ramener l'enfant à nous, si effectivement on veut qu'il parle, parce que le dessin, ça lui permet aussi de s'extraire du discours et de ce dont il est en train de parler, et c'est compliqué après de regagner en faculté de concentration. Là, je parle vraiment par rapport à notre pratique au niveau policier. Je m'excuse par avance pour ma naïveté, là on a beaucoup de spécialistes de l'enfance et de la petite enfance pour qui c'est peut-être évident, mais moi j'allais dire dans l'image d'Épinal, justement, le dessin, le jouet qui permet justement de penser à autre chose, d'être dans un climat pour l'enfant qui est plus susceptible de faciliter sa parole. En réalité c'est pas du tout le cas, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire créer un climat, mais comment alors là encore, c'est ma naïveté qui parle. Comment on fait pour que ça ne devienne pas un environnement trop clinique? J'imagine la salle, il n'y a plus de jouets, il n'y a plus de dessin, il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus de stylos. Alors, notre but, l'enfant, c'est qu'il nous parle et qu'il nous dise le pourquoi il est venu et qu'est-ce qui s'est passé. L'enfant, il peut être très petit, peut avoir une capacité d'attention très limitée. Il le sait, il est là pour parler. Et en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il nous parle. L'enfant, il va bien vivre, parce que c'est pas pour autant qu'on est dans la relation, on va créer une relation de confiance, un climat de confiance, mais c'est cette relation de tous les deux. Moi, je l'ai fait au tout départ de mes auditions. L'enfant ne voulait pas venir, je me souviens qu'il y avait un énorme camion de pompiers en salle d'attente. Alors, je dis, viens avec ton camion de pompiers. J'ai jamais pu faire quoi que ce soit avec l'enfant qui était focalisé sur son camion de pompiers. C'était bien plus sympa ça que de me parler de ce pourquoi il était. Et ça soulève aussi le fait qu'il ne faut surtout pas alors encore, après je l'ai convaincu, mais ne jamais sous-estimer l'intelligence de l'enfant. Vous venez de dire, il sait en fait pourquoi il vient. Alors, il parlera ou pas, on mettra dans les bonnes conditions ou pas, mais ne pas considérer qu'il est pour le coup complètement étranger à ce qui est en train de se passer. C'est ça. Quand vous avez dit il sait, c'est dans ce sens-là. Oui, il sait, et puis souvent il sait pourquoi il vient. En tout cas, il sait. Si c'est pas pourquoi il vient, il sait qu'il lui est arrivé quelque chose. Voilà. Et tout le but de l'audition, c'est d'arriver à ce qu'ils le disent. Mais voilà, il faut vraiment rester, c'est vraiment recueillir ces paroles-là sans distraction. La consigne, c'est ça. Voilà, donc lui donner effectivement la parole, l'écouter, le laisser parler. Ce qui va être important dans votre recueil, c'est les mots de l'enfant. C'est pas tant ce que vous en concluez, c'est pas tant ce que vous imaginez qu'il a pu se passer, mais c'est ce qu'il vous dit, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir partir. Je parle en termes de procédure judiciaire.
On verra après, ça peut être compliqué si dans le signalement que vous allez faire plus tard, vous allez mettre votre interprétation plutôt que les mots exacts de l'enfant. Ni on banalise, ni on minimise les faits, ni on les dramatise, c'est-à-dire que l'enfant vient parler, on a parlé de la neutralité, c'est difficile, mais en fait il vous parle, vous êtes censé être un professionnel, pour lui, vous êtes l'adulte, il a décidé de vous parler, s'il voit que ça vous détruit, ou au contraire vous n'en avez rien à faire, ou que c'est pas grave, enfin voilà, l'idéal c'est ce qui a déjà été dit, lui dire que on va faire ce qu'on peut faire à notre niveau en tout cas pour l'aider, et puis transmettre aux personnes compétentes, mais en tout cas essayer ni d'aller trop d'un côté ni trop de l'autre. Effectivement, déculpabiliser l'enfant si ça est nécessaire. Le principal, c'est que l'enfant arrive à vous parler en vous disant ce qui s'est passé pour lui. Après, là où ça va être compliqué, c'est qu'il arrive à vous en dire suffisamment, que vous n'induisez pas des choses effectivement par rapport à sa parole, parce que vous pouvez contaminer ou ça peut effectivement induire déjà des choses dans sa mémoire ou son discours. Donc c'est vraiment arriver à recueillir les choses sans aller trop loin non plus, à mon sens. On va on vous dit une petite situation, un Nicolas 4 ans et demi qui va déclarer « Hier, papa m'a obligé à sucer son zizi ». On y reviendra tout à l'heure. On a évoqué les différents types de questions possibles. Donc on va partir du postulat d'un enfant qui aurait dit que papa m'a touché la minette. On va parler de différents types de questions, les questions ouvertes, qui sont des questions où on n'a fait aucun apport, c'est-à-dire que la personne qui entend l'enfant ne fait aucun apport dans sa question, et c'est une question qui appelle à une réponse étayée, pas juste non ou pas une réponse courte. Donc là, ça pourrait être tu m'as dit que papa t'a touché la minette, parle-moi plus de ça. L'intérêt, c'est de reprendre exactement les mots de l'enfant et juste lui demander de développer ce qu'il vient de dire. Voilà. Dans une question directive, spécifique et fermée, parce que l'enfant va peut-être vous dire que papa a touché sa minette, mais spontanément, pas forcément vous dire quand c'était, va pas forcément vous dire où ça s'est passé. Toute autre précision qui pourrait vous être utile pour aller chercher ces éléments-là dont vous avez besoin. Il va falloir passer par les questions directives. Donc par exemple, si on part, tu m'as dit que papa t'a touché la minette, dis-moi où ça s'est passé. À partir du moment où l'enfant vous répond, allez chercher, par exemple l'enfant vous répondrait dans ma chambre, ça s'est passé dans ta chambre, parle-moi plus de ça. Le fait que vous ouvriez derrière, posez une question directive, l'enfant vous répond, mais le fait d'ouvrir le champ en lui demandant de parler plus de sa réponse, ça va contextualiser sa réponse, donc il va vous dire que ça s'est passé dans sa chambre, parce que c'était tel jour, peut-être, enfin il va vous contextualiser, ça va valider sa réponse, même si la question était de fait directive et pas ouverte. Ça fait gagner en fait en crédibilité. Alors, je ne dis pas que forcément les choses sont vraies, mais ça peut faire gagner en crédibilité par rapport à ce qu'il peut dire. Ça contextualise et tout ce qu'il a pu vous dire. On va vous dire sur les questions qui, elles, peuvent être suggestives, donc à éviter. C'est qu'on va donner de fausses informations, où on va faire des hypothèses par rapport à ce que l'enfant dit et qu'on veut faire confirmer par l'enfant. Par exemple, tu me dis que tu as pleuré, c'est parce que tu as eu mal. Si l'enfant ne vous a pas verbalisé qu'il a eu mal, mais que vous déduisez du fait qu'il a pleuré, c'est parce que ça lui a fait mal, l'enfant peut vous dire oui. Mais en fait, il n'aura pas eu mal. Enfin, et c'est là toute la problématique. Parce qu'après, on va partir du postulat que l'enfant a eu mal, et pourquoi est-ce qu'il a eu mal? On va peut-être parler de pénétration. Enfin voilà, on va aller chercher des choses qui peut-être n'existaient pas parce qu'on a fait cette déduction-là. Pourquoi tu n'en as pas parlé à maman? On va parler d'une information non communiquée par l'enfant. Peut-être qu'en fait, c'est pas parce qu'il vous a dit qu'il n'en avait pas parlé à maman qu'en fait, il n'en a pas parlé à maman. Et donc, forcément, ça va renvoyer à l'enfant le fait qu'on ne l'écoute pas et qu'en plus, on le juge
de façon Presque négative accusateur. sur Là, le c'est accusateur. c'est complètement culpabilisant. Hein, le pourquoi Voilà. tu n'en as pas parlé à maman, t'aurais dû, et c'est surtout. Voilà. Donc on peut plutôt poser la question de est-ce que tu as parlé de ce qui s'est passé à quelqu'un ou est-ce que tu as parlé à quelqu'un d'autre de ce qui s'est passé, voilà. Et lui, ça lui permet de vous dire à qui il en a parlé plutôt que de vous dire qu'il n'en a pas parlé à maman, qu'il en a parlé, c'est plus dur. Faire un résumé inexact, donc toujours dans la même situation. Tu m'as dit que papa t'a caressé la minette. Si vous vous rappelez de ce qu'on a dit que l'enfant avait dit au départ, c'était papa m'a touché la minette. Toucher la minette, toucher, le verbe toucher, il y a à peu près combien? Une vingtaine, je crois. Une vingtaine de significations pour un enfant. Toucher, ben, ça peut être caresser, ça peut être tâter, ça peut être palper, toucher, ça peut être pénétrer, ça peut être plein de choses. Donc voilà. Si on fait notre propre interprétation en fonction du contexte de ce que veut dire toucher, c'est dangereux pour la suite de la procédure, en tout cas si on n'est pas en judiciaire. Et puis, le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'évaluer le danger de la situation, c'est-à-dire de ce que l'enfant vous dit, qui est l'agresseur. Est-ce que c'est quelqu'un du cocon familial? Est-ce que c'est quelqu'un proche de la famille? Est-ce que c'est quelqu'un d'étranger à la famille? Est-ce que l'enfant est toujours en contact avec l'agresseur? Je prends le cas de signalement au niveau de l'école où on est sur des enfants qui dénoncent avoir été agressés par l'un de leurs parents et qui vont être en contact avec le parent pendant le week-end. Si le signalement est vendredi, on va s'en saisir immédiatement et on va faire toutes les choses immédiatement. Si le même enfant dit qu'il s'est passé quelque chose avec un oncle et que les parents explique que cet oncle qui vient à l'autre bout de la France et qu'en fait ils sont plus en contact, ça va pouvoir être décalé. Voilà. Et évaluer le danger immédiat. Attester qu'on a entendu, qu'effectivement verbaliser que c'est interdit, que ce qui s'est passé correspond bien à des choses que l'adulte n'a pas le droit de faire. Lui dire aussi qu'il a bien fait de vous en parler et que vous allez effectivement faire en sorte de... vous avez entendu et vous allez faire quelque chose de ce qu'il vient de vous dire. Je vois qu'on a peu de temps, il va falloir... Je ne vous ai pas pressé, on a un peu plus de temps prévu, donc vous pouvez t'installer tranquillement. Après, ça peut nous arriver d'être émus. C'est compliqué, mais d'arriver à en dire aussi quelque chose. De dire que peut-être pour vous, vous n'avez pas l'habitude d'entendre ce genre de choses, mais que ça ne va pas vous empêcher de les aider, parce que parfois, on ne contrôle pas forcément, donc ça peut arriver. C'est mieux s'il n'y en a pas, on est bien d'accord, mais s'il y en a, en tout cas, il faudra que vous en disiez quelque chose, parce que les enfants, ils voient tout. Et sinon, ils peuvent s'interroger sur pourquoi, qu'est-ce que ça vous fait? Ça veut dire que c'est autant horrible l'histoire qu'il vient de vous raconter pour vous mettre dans cet état-là. Donc faites-en quelque chose. Et quoi faire lorsqu'on est policier et qu'à un moment donné, parce qu'on a vécu, ce qu'on a entendu, à un moment donné, on n'est pas capable d'entendre, on se dit là je ne pourrais pas entendre cet enfant, ça va être trop dur, parce que voilà, le contexte fait qu'on se retire tout de suite, on passe la main, est-ce qu'il y a un protocole officiel? C'est avant de l'entendre. Avant, alors ça peut être les deux, moi j'avais l'avant en tête, pendant ça doit être encore plus difficile, mais avant, si on se rend compte que ce ne sera pas tenable en fait. L'idéal, c'est qu'il faut passer la main. Oui. C'est ça. Après, la réalité des services et de l'activité fait que c'est peut-être pas toujours possible, mais en tout cas, au moins différer ou faire quelque chose pour que ça ne se voit pas ou que l'enfant ne le ressente pas pendant l'entretien. Mais je pense que n'importe quel professionnel, si on n'est pas en condition intellectuelle pour entendre un enfant et disponible cognitivement, on ne pourra pas faire son travail correctement, quel que soit le professionnel dont on parle. On sait parfois par un sentiment alors, surtout pas de toute puissance, mais à l'inverse, certains professionnels qui savent bien faire, et avec le psychologue, mais peut-être en tête l'idée qu'on va abandonner l'enfant si on ne se fait pas violence pour l'écouter, on sait que ça crée des désastres en chaîne, c'est une succession de mauvaises décisions, mais qui partent d'une bonne intention. Donc voilà, c'est un peu par de la bonne intention qui crée, là on parle de choses extrêmement importantes. Mais c'est sûr que le conseil est celui-ci, c'est de savoir se dire à soi-même, c'est pas le moment, c'est pas le lieu, c'est pas où j'ai pas la bonne attitude, enfin la bonne posture.
Mais je pense aussi que quand on entend des enfants, que ce soit un policier, même si c'est parfois plus dur pour les policiers, un policier ou n'importe quel professionnel médical ou paramédical, il va falloir s'interroger sur vous, votre propre pratique et qu'est-ce que ça sollicite chez vous et arriver à travailler là-dessus pour arriver à tenir. Parce que bien sûr, on en a parlé sur la première table ronde du stress vicariant, mais on en prend plein la tronche. Enfin, les policiers, il y a un moment, il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent de ces services-là parce que c'est trop long, c'est trop dur, mais ils ont du mal. Parce qu'effectivement, tout comme ceux qui sont dans les professions de soins, ils se disent on est là, on a une vraie utilité, moi les victimes je les entends, mais il y a un moment, il faut arriver aussi à se préserver pour préserver les gens qu'on entend. Voilà, on revient. Enfin, c'est assez frappant depuis le début. Le discours que vous tenez peut être, je pense, transférable à tout ce qui est dit, à tout ce que pratiquent et les travailleurs sociaux, médico-sociaux, évidemment les soignants, avec cette idée d'être capable, enfin, que l'auto-analyse est la condition sine qua non pour une activité, alors que ce soit un acte de soin, ou un soin relationnel, ou un accompagnement social, c'est la condition sine qua non. Donc, effectivement, on a de cesse de dire ça va faire sourire les personnes qui ont entendu ça pendant toutes leurs études. Pour soigner l'autre, il faut aller bien soi-même, mais n'empêche qu'on revient toujours à ce conseil-là. On va vous parler du protocole avec lequel les policiers peuvent enlever des enfants. Christine va vous présenter, c'est un protocole canadien qui est très... Enfin non, je dis des bêtises. À la base, c'est un protocole américain-israélien qui après a été pris par les Canadiens et effectivement, nous, on a la version qui a été traduite par Mireille Cyr, qui est donc une psychologue canadienne. Donc en fait, le protocole, c'est un protocole, je vous montre juste parce qu'en fait, c'est vraiment, c'est un livret. Donc il faut être formé pour pouvoir suivre, pour pouvoir pratiquer le protocole, parce que sinon c'est très compliqué. Mais c'est vraiment des questions. Alors il y a différentes couleurs, parce que c'est vraiment fait en fonction de toutes les réponses possibles de l'enfant. Si l'enfant répond, on enchaîne. Si l'enfant ne répond pas, on passe à une sous-catégorie. Voilà. Et tous les mots, toutes les phrases sont pesées et toutes les différentes parties du protocole sont pesées pour justement garantir une neutralité dans le questionnement et aucune suggestibilité. C'est le protocole du NICHD. Voilà, ça s'appelle comme ça. Disponible au grand public, non? J'imagine que non. Au moins en résumé, en synthèse, il n'existe pas de... Si on cherche sur Internet aujourd'hui, on trouve tout, donc on va le trouver. Mais je ne conseille à personne, aux policiers qui entendent des enfants non plus. Enfin, certains aussi ont essayé. Sans la formation, c'est impossible parce qu'on ne comprend pas pourquoi on fait comme ça. C'est pas vraiment la formation associée. Le but de ce protocole, c'est premièrement de créer un climat de confiance avec l'enfant. On va le faire parler de choses qu'il aime faire, où on ne fait que reprendre. Enfin, la formulation qu'on vous a donnée tout à l'heure, donc parle-moi plus de ça, c'est des formulations qui sont beaucoup employées dans le protocole. Dis-moi plus sur ça, parle-moi plus de ça, parce que c'est des choses qui permettent de ne faire que rebondir sur la parole de l'enfant et lui demander de donner du détail sur ce qu'il vient de dire. Ensuite, il y a toute une partie où on lui donne les règles de l'entretien. Donc ça va vous parler par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire de dire à l'enquêteur s'il ne comprend pas. Donc, il a le droit de dire « je ne comprends pas ». Il a le droit de dire « je ne sais pas ». Et on fait même un test pour savoir si l'enfant a compris qu'il ne savait pas. Il a le droit de corriger l'enquêteur, c'est-à-dire qu'on lui donne une information erronée sur son âge et sur son genre pour voir si... Et on attend de lui qu'il vienne corriger l'enquêteur. Et on lui fait un petit laïus sur le fait qu'il doit dire ce qui lui est réellement arrivé. Voilà, un peu sur la vérité, mais sous le prisme de dire ce qui lui est réellement arrivé. Une fois que les règles sont établies, on va l'entraîner. En fait, le but de l'entraînement, c'est qu'on va le faire parler d'un événement assez heureux qu'on aura déterminé, soit avec lui, soit avec les parents en fonction de l'âge. Et il y a toute une façon de l'entendre qui va être d'abord de lui laisser le récit libre du début jusqu'à la fin de son événement. Alors, souvent, c'est comité d'anniversaire ou ce genre de choses, l'âge des enfants. Donc, et après, de découper en fait certains moments de cette journée. Et le but étant de lui, par exemple, dis-moi tout ce qui s'est passé, du moment
où la maman a amené le gâteau jusqu'au moment où vous ouvrez les cadeaux. Voilà. Et en fait, c'est parce le protocole est fait avec toutes les connaissances sur le fonctionnement de la mémoire de l'enfant, et le fait d'agir comme ça, dans ce petit cadre de temps qu'on aura donné à l'enfant, il va donner plus de détails que sur cette grande journée. Voilà. Et plus on va lui apprendre comme ça à zoomer sur des petits moments, forcément le but étant que sur les faits d'agression sexuelle ou de viol, il en vient à donner énormément de détails de façon spontanée, sans aucune question sur ce qui s'est passé. Voilà. Et voilà, faire rebondir sur des indices, un objet, un lieu, en disant tu as parlé du gâteau, parle plus du gâteau. Le but étant que, par exemple, il parle, et qu'après on le fasse détailler sur le slip de papa, de papy ou de son professeur. Oui, je me permets juste un petit complément, parce que nos deux interventions finalement peuvent paraître contradictoires. Si, je vous explique pourquoi, et je veux que ça soit clair avec l'auditoire. Quand vous dites qu'il faut que finalement l'environnement de l'enfant soit le plus simple possible, vous avez réagi en disant naïvement, est-ce qu'on peut pas dire justement il faudrait que ça soit chaleureux, qu'il y ait des jouets, etc. Et le chien justement ne vient pas distraire l'enfant. C'est pour ça que c'est très complémentaire. Et Ravel, qui est hébergé à l'UAPED de Saint-Lô, qui a fait en 2023, le chien participe à 200 éditions. C'est vraiment un collaborateur, c'est aussi un soutien émotionnel pour les professionnels, ça c'est important. Et juste, je voulais vous lire un petit témoignage d'une des psychologues justement qui travaille avec ce chien et qui a rapporté que les enquêteurs craignaient justement, que le chien distrait l'enfant. C'est tout le contraire qui se produit. Quand les enfants sont agités, hyperactifs, ils arrivent à mieux se concentrer, car ils interagissent en même temps avec l'animal. Ce n'est pas un chien comme les autres, il ne joue pas, il ne sollicite pas l'enfant. Si le mineur a des gestes brusques, s'il lui triture la truffe, Ravel prend sur lui. Et donc c'est très complémentaire justement parce que c'est plus qu'un outil, c'est un collaborateur qui va dans le même sens que ce que vous avez proposé et expliquer que effectivement cette forme de dénuement, c'est pour permettre la captation, se centrer sur la parole de l'enfant. Moi qui m'étonnais justement du dénuement que vous évoquez, à l'inverse, j'ai trouvé très complémentaire et je voyais le chien comme un partenaire justement. J'allais vous poser la question de comment vous perceviez ce partenaire, vous avez dit collaborateur, mais en tout cas dans ce que j'en découvre aujourd'hui, je n'avais pas du tout l'impression que le chien venait perturber un environnement qui était, il participe à l'élaboration et à la prise en compte de la parole. Je ne sais pas si c'est... Oui, vous l'avez dit, effectivement, le chien qui vient, l'enfant qui peut poser sa main, ne serait-ce que sentir la présence du chien. C'est plutôt la mise en lien de bonnes pratiques, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc c'est vertueux, ça crée une dynamique vertueuse. Est-ce qu'on va donner la parole à Aude? Non, on avait une petite question. Ah oui. Christine vous a dit tout à l'heure une petite phrase sur ce que vous avez dit Nicolas, 4 ans et demi. Ouais. Si vous avez noté, regardez pas vos notes. Qu'est-ce qu'il a dit Nicolas? Non, mais voilà. En tout cas, gardez en tête que c'est pas si simple que ça d'avoir les mots, simplement les mots de l'enfant. Et que, en fonction des mots là qui vous reviennent, ça peut changer la donne. En fait. Il avait dit hier, papa m'a obligé à sucer son zizi. L'adulte peut forcer, on peut l'obliger, il peut changer en forcer. Hier, pour un enfant, il y a plein de choses à prendre en compte. Hier, c'est à partir, selon l'âge, c'est à partir du moment où c'est plus maintenant. Hier, ça peut être hier, mais avant-hier et le jour qui n'est pas aujourd'hui. Donc il y a plein de choses effectivement à prendre en compte par rapport au fait d'entendre l'enfant. Voilà, je voulais juste fermer. Écoutez ce qu'on vous dit, donc Aude va prendre la parole, je me permets juste un mot pour expliquer en fait quand on a fait connaissance dans la perspective de ces rencontres, j'ai spontanément pensé à vous pour cette partie sur la parole de l'enfant et vous avez une remarque mais quasi immédiate, automatique effectivement, de dire attention, et l'enfant qui ne parle pas. Et c'est vrai, on avait parlé ensuite avec Jessica de se dire on est tellement dans comment l'entendre, quoi faire lorsqu'il ne veut pas ou ne peut pas. Voilà. Je voulais juste rappeler cet aspect qui avait donné encore plus d'intérêt, on va dire, à votre intervention.
Merci. Oui, effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de la libération de la parole de l'enfant et de son recueil, qui est difficile, vous l'avez dit. On parle aussi beaucoup de l'école comme une vigie un petit peu pour repérer des situations de vulnérabilité chez certains enfants. Et alors, les moins de 3 ans qui ne vont pas encore à l'école, les 0-3 ans, certains ne parlent pas encore ou alors ont peu accès à la parole, ils passent sous tous les radars. Et qu'est-ce qui se passe pour ces enfants-là? Alors on le sait, 80% des maltraitances, elles ont lieu dans le cadre intrafamilial. Donc ces enfants, ces 0-3 ans, ils se retrouvent complètement à la merci de l'adulte qui est censé prendre soin de lui et qui peut-être va le maltraiter. Donc en fait, ça en fait une cible idéale, ce tout petit, ce 0-3 ans. Parce que, alors l'enfant, de manière générale, c'est une cible idéale pour un agresseur, mais alors ce tout petit, non seulement il ne peut pas se défendre, comme beaucoup d'enfants, mais en plus, il ne peut pas dénoncer. Il ne peut pas dénoncer, et sachant que ces maltraitances, elles vont se passer la plupart du temps à huis clos. Donc on va avoir 2 cas de figure finalement. Alors le premier cas de figure où vous allez pouvoir avoir accès à cet enfant, potentiellement, et ça va être à vous d'être extrêmement vigilant pour repérer des choses qui ne vont pas. Et ça a été discuté ce matin, effectivement, dans la première table ronde. Ça va être de l'observation du comportement, ça va être de l'observation de la relation entre le parent et l'enfant. Et puis, il va y avoir le discours de l'adulte qui peut-être n'est pas cohérent avec ce que vous observez. Et c'est là où cette incohérence, et puis toujours des prétextes, des explications qui, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tiennent plus trop la route. Là, ça doit en tout cas allumer un petit point de... Voilà, une petite alerte chez vous. Et alors, on a du mal à vous... Enfin, on aurait envie qu'aucun bébé soit maltraité. Pourtant, il faut malheureusement aussi y penser parce que ce sont aussi des enfants maltraités. Et puis alors, on a un deuxième cas de figure où on va avoir un parent qui n'est pas maltraitant et qui va plutôt s'inquiéter pour son enfant. Et ça, de notre expérience à nous, on a souvent des professionnels de santé qui vont ne pas entendre une maman qui va dire « mais je vous assure, mon bébé, il est pas comme d'habitude. Je le sens différent. » Et on va avoir des professionnels parfois qui vont dire « mais madame, vous vous inquiétez trop, votre enfant, il a l'air de parfaitement bien aller, rentrez chez vous. » On a des cas comme ça, où l'enfant est présenté 1 fois aux urgences, 2 fois aux urgences, 3 fois aux urgences, on le renvoie chez eux avec un diagnostic de gastro-entérite, d'allergie à la protéine de lait de vache, etc., etc. Puis la 4e fois, l'enfant arrive dans le coma, et puis il va mourir après quelques jours. Donc, ce qui peut paraître sur un enfant plus grand, pas très grave, sur un tout petit, ça peut être un danger de mort. Et quand je dis ce qui peut paraître pas très grave, un bleu sur un enfant de 4 ans, sur un bébé non déambulant, c'est un danger de mort. Un enfant qui ne marche pas ne peut pas se faire de bleu tout seul. Et alors après, là où il faut être aussi très attentif, on a parlé de l'importance de remplir le carnet de santé à chaque fois qu'on observe un enfant, parce qu'effectivement, on peut voir des cassures dans la courbe de croissance, des cassures dans la courbe de poids. On peut observer évidemment une augmentation anormale du périmètre crânien, et on va ensuite peut-être parler un peu plus du cas des bébés secoués. Voilà, donc ça, il y a des premiers éléments. Mais il y a aussi un autre élément, c'est que quand un enfant, quand on vous présente un enfant, un bébé en particulier, qu'on vous dit il n'est pas très bien, on a tendance, certains en tout cas, ont tendance à faire un examen assez rapide de l'enfant parce qu'on voit qu'il est déjà pas bien, donc on n'a pas envie de l'embêter. Et on va peut-être l'examiner ou l'observer en le laissant en body parce qu'il a l'air d'avoir froid. Attention, s'il y a des bleus, ça sera sous le body. Donc il faut examiner l'enfant en couche. Parce que si un bébé a été attrapé, il va y avoir des traces de pouces sous les aisselles.
et en body, ça se voit pas. Sauf que nous, pour bien faire, on se dit, on va laisser tranquille ce bébé, on voit déjà qu'il n'est pas bien. Non, il faut vraiment le regarder sous toutes les coutures. Parce qu'en plus, sur la peau d'un bébé, une trace de pouce, le lendemain, il n'y a plus de trace de pouce. Elle a disparu. Donc c'est tout de suite, ou alors après, ça disparaît. Voilà, donc ça veut dire que quand les enfants ne parlent pas, c'est à nous, adultes, d'être très très vigilants et de pouvoir être les premiers à lancer une alerte pour protéger ces enfants. Et alors ça va être sûrement dit cet après-midi, mais le fait de faire une information préoccupante ou un signalement, là il faut aussi vraiment changer de regard. On n'est pas en train de dénoncer un adulte, on est en train d'essayer de protéger un enfant. Et quand on protège un enfant, on protège peut-être d'autres enfants. Parce que quand un agresseur, parce que, voilà, on parle quand même d'agression, hein, qu'elle soit physique, verbale, sexuelle, un agresseur, c'est rare quand il se contente d'une seule victime. Alors ça arrive, parfois il a sa victime, mais parfois aussi il va maltraiter plusieurs enfants. Quand on est dans le cadre intrafamilial, il y a peut-être des frères et sœurs. Un enfant qu'on aurait repéré comme maltraité. Alors c'est pas forcément que les parents, ça peut être aussi sur des tout petits, ça peut être des gardes extérieurs à la famille. Hein. Et dans ce cas-là, il y a d'autres enfants qui sont gardés aussi. Donc en fait, ça va être cet enchaînement qui va faire que en protégeant, en faisant tout ce qu'il faut, en tout cas pour qu'ensuite il y ait une enquête, parce qu'il faut rappeler aussi que il n'est pas question de faire vous l'enquête des forces de l'ordre. Hein. C'est pouvoir passer le relais pour qu'ensuite on puisse, vous puissiez faire l'enquête. En tout cas, et on n'a pas besoin de savoir qui est l'auteur qui fait du mal à un enfant. Si on repère qu'un enfant est en danger, il faut pouvoir ensuite permettre l'enquête. Est-ce que vous voulez qu'on aborde le cas des bébés secoués plus spécifiquement ? Oui, tout à fait. Juste une remarque générale sur ce que vous venez de dire. C'est effectivement à nouveau une question de s'adresser aux professionnels, en fait, aux parents et aux professionnels. On parlait de posture, la posture du policier qui accueille, la posture du psychologue, de la psychologue, etc. Là, je crois que c'est encore une question d'équilibre. C'est pour ça qu'on ne cesse de le dire. Vous, je fais une généralité, vous travaillez dans des métiers difficiles, avec une matière humaine, donc il n'y a pas plus complexe, enfin, j'apprends rien à personne. Donc, comment à la fois gérer, compartimenter, équilibrer la part de culpabilité qui peut exister quand même, la partie de nous qui veut trop bien faire, celle qui va occulter volontairement ou involontairement. Dans ce que vous dites là, ce que vous dites depuis tout à l'heure, on est aussi au cœur on touche du doigt quelque chose de très important. On dit souvent entre nous, c'est que oui, il y a des bonnes pratiques, oui, on peut former, on peut informer, on peut sensibiliser, on peut accompagner. Par contre, les recettes toutes faites, les modes d'emploi, ça n'existe pas. Voilà. Et c'est pour ça que ces métiers sont difficiles. Quand je dis ces métiers, je répète, c'est aussi bien le soin que le travail social en général. Ce sont des métiers qui demandent une telle remise en question. Vous avez dit tout à l'heure, on en prend plein la tête, vous en prenez plein la tête tout le temps. Et ça fait partie des seuls métiers qu'on ne peut pas faire, qu'on ne doit pas faire, en étant un peu, je dirais, en roue libre, quoi, en pilote automatique. Quand vous parlez depuis tout à l'heure, c'est exactement ce que je me dis. Et à chaque fois, ça renvoie à la complexité de faire ce que font les professionnels de terrain auxquels on s'adresse. Voilà. Oui. Alors moi, je vais vous parler aussi des cas plus particuliers des bébés secoués, de la violence du bébé secoué. Alors ça, c'est une violence qu'on traite à part. En réalité, elle a sûrement les mêmes mécanismes que les autres maltraitances pour les enfants. En tout cas, elle concerne les tout petits, donc les nourrissons de moins de 1 an et dans 2 tiers des cas de moins de 6 mois. Et le problème, c'est que cette maltraitance-là, elle souffre de beaucoup d'idées reçues qui sont relayées à la fois par les médias, mais par certains professionnels de santé également. Et on est souvent dans l'empathie d'un parent fatigué, en s'imaginant que c'est une maman épuisée, à bout, désespérée face à un enfant qui pleure depuis des heures et qui va craquer. Et dans un geste de désespoir, on va secouer son bébé et puis le regretter amèrement toute sa vie.
Alors je vous l'annonce tout de suite, cette histoire, elle n'existe pas. Hein. On n'a jamais rencontré cette maman épuisée qui regrette le reste de sa vie. Dans la majorité des cas, c'est pas du tout la maman, c'est d'abord le père et ensuite l'assistante maternelle qui va être l'auteur de cette violence. Alors que celle qui passe le plus de temps avec le bébé et celle qui est fatiguée, en effet, c'est bien la maman. Sauf que la maman, c'est le dernier auteur. Et donc c'est moins de 10% des cas où c'est la maman. Et quand c'est la maman, c'est des mamans, c'est pas la maman lambda, hein, c'est des profils assez particuliers. Ça va être des mamans soit très très immatures, donc avec aucune connaissance des fonctionnements du bébé, soit des mamans avec une affection psychiatrique. Donc normalement, c'est des mamans qui sont accompagnées parce qu'identifiées. Donc ça déjà, il y a voilà, des grandes idées reçues sur ces auteurs. Donc en fait, le lien, ce qui est le plus protecteur pour l'enfant, de toute façon, c'est la création du lien par enfant. Hein. Et c'est finalement l'amour qu'on va développer avec ce petit être et la compréhension de ses besoins, de ce que nous, on peut lui apporter. C'est ça qui va être protecteur. Donc dans les cas de maltraitance, ce qu'il faut réussir à identifier, c'est effectivement quand il y a eu mauvaise création du lien ou quand il y a eu rupture de ce lien. Notamment quand un enfant a été éloigné de sa mère à la naissance parce que pour des raisons médicales par exemple, et d'où ce besoin dont parlait Claire tout à l'heure de vraiment d'accompagner et de soutenir la parentalité pour renforcer ces liens qui vont être protecteurs pour les enfants. Alors dans le cas des bébés secoués, ça concerne officiellement 500 bébés secoués par an, donc c'est quand même plus d'un enfant par jour. Sauf que on sait que c'est sous-évalué puisque ce sont uniquement les bébés qui vont être à un moment donné dans un état suffisamment grave que l'adulte ne pourra plus faire autrement que de les amener à l'hôpital. Et là, on pourra leur faire passer des examens qui permettront d'observer des lésions très spécifiques et qui nous permettront de poser un diagnostic. Si l'enfant ne tombe pas en gros dans un coma ou dans un état de mal neurologique tel que là il faut appeler les urgences, si ce n'est pas le cas, ça arrive, l'enfant ne sera pas présenté à un professionnel de santé et le danger c'est que l'adulte recommence. Ce qui est le cas dans la majorité des cas, si le premier secouement n'est pas fatal, le secoueur, le perpétrateur, va recommencer. Et c'est là où, effectivement, notre rôle à tous est essentiel, puisque il faut pouvoir repérer ces enfants maltraités pour ne pas les remettre dans les mains, dans les bras de leur agresseur. Et alors, de l'aveu même des auteurs, on sait que les bébés qui ont été secoués l'ont été entre 2 et 30 fois. Pour ceux dont la première fois n'est pas fatale, parce qu'une fois suffit à tuer ou handicaper un enfant. Mais les auteurs avouent eux-mêmes entre 2 épisodes et 30 épisodes de secouement. Alors, évidemment, le dernier, donc avec une moyenne, en moyenne, c'est 10 fois. Ça veut dire que 9 fois, on n'a pas vu que l'enfant avait été secoué. Et c'est là où ça doit tous nous interroger vraiment sur le fait de passer à côté. Et là encore, la formation, effectivement, est essentielle. Et il y a... alors nous, on a créé des petites cartes mentales dont je vous parlerai peut-être plus tard. Et notamment, alors on a créé 3 cartes mentales. Maltraitance du jeune enfant, que faire? Il y a repérer, signaler, agir. On a où commence la violence avec un bébé. Et ça, je crois qu'il y a quelqu'un qui en a parlé aussi, parce qu'on... Maltraitance, on pense effectivement aux cas les plus graves, donc agression, des violences sexuelles, des violences physiques, mais on l'a dit aussi, effectivement, des violences psychologiques et des cris pour un bébé, pour un nourrisson de 1 mois, entendre son
papa crier sur sa maman, c'est effrayant et c'est l'équivalent d'un tremblement de terre pour nous adultes. Hein. Enfin, je ne sais pas. C'est une tempête vraiment pour lui. Donc là, pareil, on a un petit violentomètre adapté au bébé. Et sur la violence du bébé secoué, donc on a une carte plus spécifique avec un rappel du contexte et puis les symptômes immédiats qui doivent vraiment obliger à intervenir. Donc c'est une pâleur extrême, trouble de la conscience, donc un bébé qui va être tout pâle et qui va plus répondre comme habituellement, des difficultés à respirer, des pauses respiratoires, une modification du tonus, alors que ce soit dans un sens ou dans l'autre, un enfant très rigide ou au contraire tout mou. Certains parlent de poupée de chiffon, donc dans les cas les plus graves, mais en tout cas un enfant qui est moins tonique qu'avant, sur un tout petit, ça doit alerter, c'est clairement pas normal. Des convulsions, alors sur un tout petit, une convulsion, ça peut être ça, hein. Un doigt qui se lève, hein. C'est parfois très léger. Hein. Des pleurs anormaux, et ça les mamans disent, ils pleurent pas comme d'habitude. Écoutez-les quand elles disent ça. Elles savent, elles le connaissent mieux que personne dans le bébé. Ou des gênements, parce que quand on est secoué, en fait, quand on est secoué, ça crée des lésions. Alors il y a des hématomes, en fait, il y a des veines ponts qui relient en fait le cerveau à la boîte crânienne, qui vont le cerveau à l'intérieur de la tête du bébé, il va être secoué. Et ça va faire un système comme ça, et ça va rompre des grosses veines qui sont en haut du cerveau, pour résumer. Et donc ça va saigner, ça va créer des hématomes sous-duraux en nappe, donc dans tout le cerveau. Et puis l'œil va être secoué aussi, il va y avoir possiblement des hémorragies rétiniennes. Et quand on a ces saignements à l'intérieur du cerveau, ça crée une pression intracrânienne qui fait extrêmement mal. Et l'enfant, il peut être dans un tel état de douleur que pleurer n'est même plus possible. Et donc on va avoir des gênements, comme quand nous on a une migraine infernale et qu'on n'arrive même plus à rien, juste à geindre. C'est vraiment ça. Alors ce qu'on rencontre aussi beaucoup, c'est les vomissements en jet, et qui sont sans fièvre ni diarrhée. Donc ça doit alerter évidemment. Et puis c'est toujours très impressionnant un vomissement chez un tout petit, mais quand il n'y a pas de fièvre et pas de diarrhée, on peut se poser la question de est-ce que c'est vraiment intestinal. Et puis enfin, comme je vous le disais, l'œil est secoué aussi, donc on va rencontrer souvent des troubles oculaires ou un strabisme. En tout cas, ce qu'il faut vraiment retenir, je pense, c'est que sur un tout petit, tout changement brutal de comportement doit alerter. Et un enfant est censé progresser dans ses apprentissages. Donc si un enfant, les dernières semaines, était en capacité de faire quelque chose, et d'un coup ne sait plus le faire, là aussi c'est pas normal. Ça peut être en plateau. L'enfant il va apprendre, et puis il y a des moments où il va pas progresser, mais il n'est pas censé régresser. S'il régresse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il faut commencer à vraiment s'interroger. Merci. Alors là, le temps passe vite, malheureusement. Je me permets juste de préciser une chose, c'est que toutes les données, enfin tous les éléments qu'a apporté Aude sur le profil des secoueurs, et tout ce qui allait avec ces éléments-là ne relève pas d'une vue de l'esprit, d'une opinion, ça pourrait être l'opinion ou d'un combat qu'aurait voulu créer votre association ou un individu en particulier. On parle de données objectives, objectivées, prouvées, avec des éléments scientifiques derrière. Voilà. Il faut bien avoir conscience qu'on n'est pas, encore une fois, dans une vue de l'esprit. C'est la première des choses. Et on a évoqué forcément, encore une fois, le temps l'oblige, notamment je pensais aux professionnels et aux assistants maternels. Il n'est pas question de jeter l'opprobre non plus sur je pense que c'est évident, mais autant on en a longuement discuté, il n'est pas question de dire que vous avez des professionnels qui sont maltraitants par formation, par définition. On est bien d'accord là-dessus. Mais n'empêche qu'il faut aussi être capable de regarder la réalité en face
et de se dire, une parenthèse, l'école Rockefeller forme la totalité des assistants maternels pour toute la métropole de Lyon. On a toute une partie de la formation obligatoire qui relève de l'information, de la sensibilisation sur le bébé secoué. Donc c'est extrêmement important, je disais, de savoir regarder la réalité en face pour mieux l'appréhender, et ça sera toujours au bénéfice de l'enfant. Voilà, c'était simplement ça. Alors, oui, moi je veux juste rajouter quelque chose, parce que ce que vous avez dit, ça m'a fait penser à autre chose. Je pense aussi qu'on arrive à identifier ou repérer, ou entendre la parole des enfants dans des familles qui sont différentes de vous. Quand vous arrivez à vous projeter, quand c'est une famille qui vous ressemble, quand c'est quelqu'un qui vous ressemble, c'est compliqué de se dire, lui, en fait, j'arrive à m'identifier, donc lui, il peut être agresseur. C'est plus compliqué dans une famille, alors je ne sais pas comment on dit, ma formation psycho elle est un peu loin, je vais dire à la version policier, c'est pas très beau, alors, je suis désolée d'avance, je m'excuserai. Ils se disent les familles cassos. Vous les appelez comme vous voulez, je sais comment. Dysfonctionnel, non? Dysfonctionnel, effectivement, c'est plus joli. Voilà, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de réfléchir trop. Mais effectivement, une famille dysfonctionnelle, c'est plus facile pour vous de pointer les gens, de pointer ces gens-là. Une famille où effectivement c'est un ingénieur qui est le papa, c'est le papa qui peut-être est maltraitant, en tout cas c'est plus compliqué. La maltraitance, il y en a dans toutes les familles, et je pense qu'effectivement, il ne faut pas vous arrêter à ça. Après, c'est difficile hein, parce que c'est notre propre projection, mais je pense qu'il faut vraiment arriver à lutter aussi contre ça. Tout à fait raison. Les vulnérabilités et les maltraitances traversent toutes les catégories sociales. Elles sont souvent, alors je ne vais pas dire trop, beaucoup plus médiatisées dans certaines familles, dans certains milieux sociaux, parce qu'il est bon ton de considérer que quand tout va mal, vraiment tout va mal, et que c'est facile pour le coup de stigmatiser. Sauf que c'est pas parce qu'il y a des chefs de plomb dans certains milieux d'appartenance, en fait, la sociologie de bazar, on va trop vite, mais que ça n'existe pas. L'idée, c'est que ça traverse toutes les catégories sociales.